Nous revoici pour la seconde partie de l'iceberg de la littérature du XXe siècle. La première partie, consacrée aux 4 premiers étages, est disponible en ligne si vous ne l'avez pas encore écoutée. Le but de ces 2 épisodes est assez simple. Dresser un panorama de la littérature française du XXe siècle, allant des années 20 aux années 70, en me basant sur la postérité objective de chaque auteur. À mesure que nous nous enfoncerons dans les profondeurs, ces derniers seront de moins en moins connus. Aussi, je donnerai quelques informations à propos de chacun d'eux pour aiguiller vos éventuelles recherches. Je rappelle brièvement que dans quelques mois sortiront 2 nouveaux épisodes à propos de cet iceberg. Cette fois-ci, il ne s'agira pas d'un iceberg objectif, impersonnel. Au contraire, ce sera mon iceberg personnel, mon panthéon, si je puis dire. Je reprendrai donc chacun des 175 auteurs présents dans les 2 premiers épisodes pour les réorganiser en étudiant seulement la puissance de leur œuvre afin de déterminer les étages non pas en fonction des luttes éditoriales, politiques, dogmatiques, bref, tout ce qui constitue la postérité usuelle, mais en fonction des qualités littéraires des textes, et bien sûr, de mes goûts, mais en luttant ardemment contre eux. Ce résumé fait, allons-y. Il y a encore de sacrés auteurs à redécouvrir, alors en mer, pour le 5e cercle sur les 8. Oublieuse postérité. Interlude. Iceberg de la littérature. Partie 2. Et l'on commence par un auteur qui va tout de suite me faire quitter ma réserve, et c'est André de Richaud, 1907-1968, le pur romancier de la douleur, ainsi que le titre de son 2e roman, Que Camus aima tant, romancier très précoce, déjà accompli à 25 ans, déjà alcoolique aussi au même âge, ami intime de Fernand Léger puis de Michel Piccoli, qui le porteront à bout de bras. André de Richaud, c'est l'écrivain maudit par excellence, qui s'exile dans un hospice pour vieillards alors qu'il a à peine 50 ans, et il va y mourir après un dernier retour, 3 ans avant, en 1965, avec un texte au titre prémonitoire mais assez tragique. Je ne suis pas mort. Vient ensuite Pierre Herbart, 1903-1974. Il fut du voyage en URSS qu'on a déjà évoqué, avec Gide, le voyage qui coûta la vie à Eugène Daby. Il voyagea aussi en Afrique, toujours avec Gide, et a fait évoluer ses convictions politiques, qui penchait d'abord vers le communisme. C'est un auteur assez rare, dont les romans sont peu ou prou aux antipodes les uns des autres, désabusés et inquiets avant l'heure avec Le Rôdeur, et par exemple mystérieux et mélancolique avec Alcyon. Vient ensuite Louis Pauwels, 1920-1997, auteur avec Jacques Bergier du célèbre Matin des magiciens, très grand best-seller, qui est une sorte d'essai à propos de savoirs plus ou moins occultes et aussi de littérature fantastique. C'est un passeur pour les auteurs de ce genre, et il a écrit notamment Saint Quelqu'un, qui est un roman existentialiste pure souche, mais il a aussi écrit par exemple sur Georges Gurdjieff, qu'on avait déjà évoqué avec Luc Dietrich. Un auteur assez froid maintenant, Henri Thomas, 1912-1993, une sorte de ménechme lisible de Maurice Blanchot, qui a commencé par la poésie et se déploya ensuite dans de nombreux romans, de nombreuses nouvelles, et des romans dont on reconnaît assez facilement le style, qui est à la fois froid et énigmatique. Il a travaillé avec Pierre Herbart à sa revue Terre des Hommes, qui est évidemment un hommage à Saint-Exupéry.
Un auteur adoré par une petite minorité maintenant, Paul Gaden, 1907-1956. Et j'entends donc déjà les vivas d'une foule mince, mais convaincue par l'art de ce tuberculeux intranquille, de ce disséqueur inlassable du sentiment humain, et surtout de ce chercheur minutieux du point de rupture, du moment de bascule, entre abysses sans fond et sommets épurés. C'est une œuvre dense, large et cohérente, d'un solitaire que malheureusement la maladie vaincra. Jean Malaquais, 1908-1998. Né en Pologne, arrivé tardivement en France, il fait partie de ces écrivains d'une autre langue qui décidèrent d'écrire en français et d'honorer l'histoire littéraire de notre pays. Écrivain de sa propre existence, de ses propres expériences, apatride, puis soldat, auteur d'un énorme roman, Planète sans visa, de la France sous l'occupation. Il a aussi traduit le premier roman de Norman Mailer en 1948, Les nus et les morts, et écrivit le savoureux, le nommé Louis Aragon ou le patriote professionnel. Autour de Jean Réversy, 1914-1959, le médecin exténué, l'écrivain noir, tardif, et bientôt poursuivi par le verbe. Si bien qu'à des romans intimes, il va bientôt changer de registre pour écrire des romans plus formalistes, presque du nouveau roman, de la recherche formelle. Il fut résistant, arrêté, relâché, résistant à nouveau, et mourra épuisé d'un infarctus. Pierre Klossowski, 1905-2001. Le frère du peintre Balthus, explorateur de l'inconscient, de la folie et du désir, ami de bataille et bientôt victime d'une crise mystique qui n'aboutira pas. Ses romans explorent tous ces éléments à la fois et sont empreints d'un certain malaise. Il trace sa voie dans le sillon de Sade et Lautréamont. À noter aussi qu'il traduisit beaucoup et écrivit autant d'essais sur, par exemple, Proust, Nietzsche ou Sade. Autour d'un surréaliste, René Crevel, 1900-1935, surréaliste précoce bien sûr, il va comme beaucoup fréquenter les sanatoriums pour soigner sa tuberculose. Il a été l'ami de Marcel Sauvageot, malade aussi. Il est un forcené du verbe et de la parole, menant bataille notamment contre Emmanuel Berle, qui qualifia ses écrits, je cite, de littérature de sanatorium. Il se suicide en raison d'une aggravation de sa santé. Jacques Chardon, 1884-1968. Voilà un romancier plus classique. Grand examinateur du couple, dans l'intimité comme dans la société. Il fut un des modèles des hussards, avec Paul Morand notamment. Ils se rendent à Weimar en 1941, à l'invitation de Joseph Goebbels, tout comme Jouando, Brasillac, et dit bientôt son admiration pour l'Allemagne et le fascisme. Arrêté, il est finalement relâché, car on lui trouve des circonstances atténuantes. Pierre Macorlan, 1882-1970. Le père du concept de fantastique social, qui est une sorte de mythologie de la modernité, mythologie inquiétante, pour reprendre l'épithète le plus utilisé ou presque des années 20, avec par exemple Daniel Rops ou Benjamin Crémieux. Bien entendu, c'est la guerre qui est à l'origine de cette inquiétude. Les démons du quotidien, comme les assassins, les lieux fantasmagoriques, comme les ports embrumés ou les quartiers de prostitution, voici le fantastique social. Il est présent dans son roman, Quai des Brumes par exemple, adapté au cinéma avec Jean Gabin. Autour de Dominique Rollin, 1913-2012. Célèbre très tôt grâce à son roman Les Marais, paru en 1942, et célèbre même à Paris alors qu'elle est belge, et elle est l'auteur d'une œuvre au long cours étalée sur plus de 70 ans. Il faut en plus noter que Philippe Solers et Dominique Rollin
vécurent une histoire d'amour de plusieurs décennies. Un militaire maintenant avec Jules Roy, 1907-2000, le commandant des lettres, le passionné de Saint-Exupéry, lui qui, comme son mentor qu'il ne rencontra qu'une poignée de fois avant sa mort, fut pilote de guerre. Écrivain résolument tourné vers le métier des armes, comme son récit publié en 1948, il naquit en Algérie et est un exemple parfait de la tentation vichiste des premières heures et du basculement dans la résistance des heures d'après. Il évoquera ensuite la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et rendra hommage à ses modèles, Saint-Exupéry et Max-Paul Fouchet. Raymond Abellio, 1907-1986, la céphalée littéraire, le romancier conceptuel, l'engagé multiple, le prophète, l'oracle, mystique et ésotérique. Sans nul doute, l'un des plus grands esprits de ce siècle, qui ne resta pas dans la gnose et se mit tout de même au service du roman. Des personnages qui sont des archétypes et pourtant qui vivent de sang et de larmes, des intrigues politiques et philosophiques, sans pourtant verser dans le dogmatisme. La Fosse de Babel, publié en 1962, est son titre le plus connu. Auteur de Pierre Bost, 1901-1975, autant romancier que scénariste de films, il a presque autant publié de romans qu'il n'a participé à l'élaboration de films. Il a par exemple écrit Monsieur l'Admiral va bientôt mourir, qui est en somme son testament romanesque, en 1945, qui est un roman adapté par Bertrand Tavernier en 1980 sous le titre Un dimanche à la campagne. Le début de sa carrière était plutôt tourné vers des romans à tendance noire. Et ces romans d'ailleurs ont été réédités ces 2 dernières décennies. Joseph Delteil, 1894-1978, lui qui fut adoré par André de Richaud, qui écrivit à 20 ans un Vide de Saint-Delteil, devient rapidement un ami intime des surréalistes, participe au tract Un cadavre, le pamphlet qui refuse d'inhumer les vieilles idoles, Anatole France, Barès, Loti entre autres, avant d'être excommunié 3 ans plus tard à cause de son roman Jeanne d'Arc. Madeleine Bourdoux, 1906-1996, autre auteur belge qui a écrit une œuvre resserrée, 3 romans et quelques nouvelles et récits. C'est l'amour qui est au cœur des préoccupations de Madeleine Bourdoux, et surtout la manière dont les femmes peuvent demeurer libres tout en étant liées à leur mari. À noter, Mantoue est trop loin, texte somme toute assez proche des techniques du nouveau roman, manuscrit qui fut refusé à l'époque et qui a été republié ou réédité en 2019 par les éditions Névrosées, qui, il faut bien le dire, font un travail remarquable. Autour de Jacques Audiberti, 1899-1965, le métaphoriste fou, le styliste diluvien, aussi à l'aise dans le poème que dans le roman ou le théâtre, il est à l'aise surtout dans la langue, et dans la fougue de celle-ci, bien souvent louée, mais aussi critiquée pour une raison simple et folle, l'aisance de son écriture, son opulence, sa richesse qui parfois peut dérouter, tant elle semble incontrôlable. Il n'y a qu'à ouvrir n'importe lequel de ses livres et choisir une phrase au hasard, vous verrez. Elsa Triolet, 1896-1970, sorte de surdouée russe des arts, première femme à obtenir le prix Goncourt avec son recueil « Le premier accro coûte 200 francs ». Elle participe là au début du roman national de la Résistance pour reconstruire la patrie meurtrie. Amante et muse de Louis Aragon, elle fut aussi une grande traductrice du russe vers le français, et inversement. Jacques de la Cretelle, 1888-1985, encore un inquiet. Son premier roman, La vie inquiète de Jean Hermelin, en 1920, ne cache évidemment rien, ni d'ailleurs Silbermann, ce roman suivant,
qui évoque un collégien juif à qui tout devrait réussir, mais qui est rejeté par les autres élèves en raison même de sa judéité et de ses facilités. Romancier de l'étude psychologique, il est descendant d'une famille de politiciens et de poètes. Son grand-père travailla avec Lamartine. Autour d'André-Pierre de Mandiargue, 1909-1991, l'un des grands représentants du fantastique français, son écriture est de toutes les déviances ou expérimentations, empreinte tantôt de surréalisme, d'érotisme ou de frénétisme. Comme Audiberti, il est de tous les genres ou presque. Créatures marines, tableaux hantés, exécutions publiques en raison d'étranges coutumes. L'horreur stylisée n'est jamais loin. Henri Pourrat, 1887-1959, celui que l'on qualifie d'écrivain régionaliste, chantre de l'Auvergne, des légendes et des contes de son pays. C'est surtout un écrivain qui ne s'éparpille pas, pour qui la terre est à l'origine de tout et vers laquelle il faut retourner. Grand ami d'Alexandre Vialat, admiré par Ramu, il est l'auteur d'une fresque monumentale, épopée presque surnaturelle, Gaspard des Montagnes. François Augiéras, 1925-1971, le caverneux littéraire, le mystificateur maghrébin, auteur du fameux Le vieillard et l'enfant, qu'il publia en usant d'un pseudonyme, Abdallah Chamba, dont quelques auteurs connaissaient le subterfuge. Œuvre assez difficile en raison de certains sujets tabous, et existence tout aussi difficile, faite d'expériences et de fuites, qui composent une sorte de mythologie souterraine. Et enfin, Henri Poulaille, 1896-1980, l'auteur à l'origine de la littérature prolétarienne, ce courant qui se développa dans les années 30 et qui avait donc pour but d'exalter la condition ouvrière ou paysanne. Il a entre autres aidé à la publication de nombreux auteurs, dont Charles-Ferdinand Ramu, par exemple, qu'il fit entrer chez Grasset, alors que l'auteur ne publiait qu'en Suisse. Descendons maintenant encore d'un étage. Les noms désormais résonnent encore aux oreilles, mais si faiblement. Il est encore possible de trouver leurs ouvrages sans trop de difficultés toutefois. Et on commence avec Violette Leduc, 1907-1972, d'abord amoureuse de l'intenable Maurice Sacks, ensuite de Simone de Beauvoir, elle écrit en partie sous l'impulsion des deux. Bâtarde, indocile, sa vie est marquée de cette honte inaugurale, et ses textes sont souvent autobiographiques et crus, comme par exemple Ravage, publié en 1955, dont il fallut attendre 2023 pour que le texte complet, amputé à cause de la censure éditoriale, voit le jour. André Becler, 1898-1985, auteur d'un premier roman plutôt halluciné, erratique, empreint de surréalisme, La ville anonyme, en 1925, salué par une grande partie de la critique d'alors. Il va ensuite se resserrer et écrire des textes plus neutres, plus immédiats, comme Gueule d'amour par exemple, adapté au cinéma avec Jean Gabin. Il fut aussi un journaliste, chez Marianne, à François ou à L'Intransigeant. Jean Prévost, 1901-1944, celui qui défia sur le ring Ernest Hemingway, et lui cassa un pouce. Un passionné des États-Unis et du mythe à comprendre, ainsi que Luc Durtin par exemple, il est à la fois un grand sportif, un grand journaliste, un grand critique, puis un grand résistant, mort sous les balles allemandes avant d'avoir pu exploiter toutes ses qualités. Vladimir Posner, 1905-1992, lui aussi connut bien les États-Unis en raison de ses origines juives qui le poussèrent à fuir sous l'occupation.
Sorte de Dos Passos à la française, avec son Tolstoï est mort, fait de collages, d'articles de presse, de reportages, en 1935. Luttant ainsi pour ce titre contre Robert Brasillac, avec Les 7 couleurs, et Roland Cailleux, avec Saint-Genès. S'amuse à mettre en partie en scène Blaise Cendrars dans son roman Le Mort aux dents, qui raconte l'épopée du baron sanglant en Mongolie. Autour de Béatrix Beck, 1914-2008. Enfance et existence malheureuse, avec la mort de son père, puis la mort de son époux, et enfin le suicide de sa mère. Aucune place ne semble lui revenir de droit, et elle-même n'est pas capable de les accepter. Prix Goncourt en 1952 avec Louis Morin prêtre, adapté au cinéma avec Jean-Paul Belmondo. Romancière de la brutalité, de la discontinuité et des destinées qui ne s'accomplissent pas. Madeleine Lay, 1901-1981, d'origine belge, romancière et novelliste dont la carrière littéraire dura environ 10 ans, avant que ne s'installe le grand silence. Malade, la Deuxième Guerre mondiale aura raison de sa santé mentale. Le Grand Feu est un roman du deuil, de l'enfance et de la nature sauvage. Olivia est un roman d'amour manqué, qui ne s'écarte jamais de la nature. Jacques Laurent, 1919-2000, l'un des hussards, l'écrivain sous le pseudonyme de Cécile Saint-Laurent, qui écrivit des best-sellers à la mode, dont l'argent lui permit de monter différents projets, dont La Parisienne, en 1953, revue polémique, ironique, satirique, à laquelle participa de nombreux écrivains, dont par exemple Jacques Perret, Maurice Pons, Raymond Guérin. Il a notamment écrit d'épais romans, dont Les Bêtises, qui obtint le prix Goncourt en 1971. Autour de Georges Hyvernaud, 1902-1983, un auteur sombre, un des auteurs de La défaite de la guerre, prisonnier et revenant à la vie comme un spectre plus que comme un libéré. Raymond Guérin préfacera La peau et les os, son premier roman, qui avait d'ailleurs bénéficié de l'appui de Sartre et de sa revue Les Temps modernes. Il écrira un deuxième roman qui n'aura pas plus de succès que le premier, et cessera de publier. Louise de Villemorin, 1902-1969, l'amie de Coco Chanel dont elle a écrit une biographie, la poétesse et romancière, son Saint une fois, fait écho au Saint quelqu'un de Louis Pauwels, bien que le genre soit différent. Fiancée brièvement à Saint-Exupéry, amante de Malraux, elle abandonne peu ou prou ses enfants pour la grande vie parisienne, dont elle devient vite une sorte de papesse. Elle a écrit un des chapitres du roman des 12, chroniqué dans ce podcast. Jacques Perret, 1901-1992, un autre défait de la Seconde Guerre mondiale, prisonnier, échappé, puis résistant. Il a beaucoup écrit sur cette condition, notamment Le Caporal épinglé et Bande à part, avec un style fantasque très reconnaissable. Mais étant du mauvais côté politique dans les années 60, son œuvre disparaît lentement, à l'instar de celle de Janco. Jean Forton, 1930-1982, un écrivain du sérail bordelais, dont la carrière ne dura que 10 ans environ, avec un parcours éditorial fort difficile, fait de refus et de réécriture. Son premier roman, La Fuite, qui date de 1954, est une occurrence tardive de la littérature inquiète. Il arrête d'écrire, mais sauvé des limbes par les éditions Le Dilettante, qui publient d'ailleurs des inédits de l'auteur. Francis Carco, 1890-1958, ami de tous dans le Montmartre si créatif, amant de la brève et intense Catherine Mansfield, il écrit des romans sombres et violents, voyage beaucoup, en tire des reportages et des souvenirs, écrit à propos de Villon, Rimbaud, Verlaine, et écrit lui-même de la poésie. Un pur écrivain de l'ombre.
Autour de Luc Estang, 1911-1992, qui est lui un romancier de la quête spirituelle, descendant de Bernanos et de la première génération des écrivains catholiques. Il est directeur du journal La Croix et à ce titre doit démissionner en raison de la parution de ses romans et notamment du premier tome d'une trilogie intitulée Charge d'âme. Albertine Sarrazin, 1937-1967. La pensionnaire des prisons, la romancière de la fuite et de l'amour mêlé. La romancière de sa propre existence, auteure de L'Astragale, publié en 1965, victime d'un soudain grand succès et victime presque simultanément d'une opération chirurgicale ratée qui l'emportera. Et ainsi continuent les procès et les amendes. Robert Marguerite, 1910-1988, auteur de l'unique roman qui a fait vibrer Julien Gracq depuis la fin de la guerre, d'après ses dires dans la littérature à l'estomac. Ce roman, c'est Mondragon, publié en 1944, sorte de roman érotique et psychologique dans un manoir isolé pendant l'occupation. Robert Pinget, 1919-1997, écrivain des éditions de Minuit, et donc fatalement écrivain du nouveau roman. Plus obscur, plus fantaisiste, il est empreint d'une sorte de classicisme que les audaces du nouveau roman dévoient et rapprochent peu à peu de Beckett. Il est aussi dramaturge, et c'est peut-être par là qu'il a été le plus connu. Autour de Jean-Marie Amédée Paroutot, 1912-1968, descendant du deuxième surréalisme, mêlant à la réalité une approche fantastique, surnaturelle, avec des idées baroques qui peuvent parfois dérouter, car on ne comprend guère où l'auteur souhaite se rendre. Il est d'une certaine manière assez proche de l'écrivain qui va suivre, et cet écrivain, c'est Marcel Béalu, 1908-1993, poète surréaliste lui aussi de la deuxième génération, grand ami de Max Jacob, libraire émérite, dont d'ailleurs la librairie a fermé il y a peu, le Pont Traversé, dans le quartier de la Sorbonne à Paris. Écrivain du fantastique, du rêve, de la distorsion de la réalité, son Expérience de la nuit, publié en 1945, est l'un des romans français les plus proches de l'esprit et du ton de Kafka. Claire Sainte-Soline, 1891-1967, en raison donc de la Commune désormais bien connue, est une écrivaine tardive. Première publication à plus de 40 ans. Elle écrivit des romans d'études psychologiques qui sont de notamment le renoncement des êtres. Et enfin, André Dhôtel, 1900-1991, il est un auteur qu'une poésie mystérieuse ne quittera jamais. Auteur de romans, il est aussi un auteur pour enfants. Ami des surréalistes dans sa jeunesse, il a fondé diverses revues dont D avec Malraux et Macorlan. Il débute en littérature véritablement vers la cinquantaine, avec des livres qui lorgnent vers le merveilleux, l'onirique, dans des sortes de quêtes vers soi, dans lesquelles la nature est d'une très grande importance. Avec l'étage qui arrive, l'avant-dernier, nous allons droit vers les romanciers dont les livres commencent à être difficiles à trouver, chers et peu ou jamais réédités. Il est toujours possible bien sûr de se faire une opinion sur leur œuvre, mais il est parfois difficile de trouver un titre en particulier. Sont-ils pour autant de moins grande valeur que ceux du dessus ? Allez, on commence avec Jacques Spitz, 1896-1963, sans doute plus connu pour la deuxième moitié de son œuvre, qui est dédiée au fantastique. Il n'en reste pas moins un auteur assez singulier dans sa jeunesse. Déjà point l'étrange, l'absurde, le surréel dans ses premiers écrits, mais l'effet reste marginal, soumis au véritable enjeu de son écriture, une sorte de quête spirituelle, de recherche du dépouillement intime.
À noter, un vaste journal intime, rédigé toute sa vie, qui est encore inédit. Hélène Bessette, 1918-2000, 2 fois en course pour le Goncourt, et bientôt refusée à la publication à cause de mauvais scores de vente. Elle a écrit une œuvre assez difficile, féroce avec la société en général, l'amour, le sexe, les institutions, la famille. Elle fut admirée par toute la société littéraire de son époque ou presque, mais boudée par le public. Autour d'Yves Gandon, 1899-1975. Celui que Céline cloue au pilori dans Bagatelle pour un massacre. Mais Céline pouvait-il admirer quelqu'un d'autre que lui-même ? Autant critique que romancier, Yves Gandon est un auteur qui a collectionné les prix, tout en focalisant son travail critique sur le style, l'étude de style. Guy Dupré, 1925-2018. Un écrivain qui semble glacé, un styliste impeccable qui ne se laisse pas lire facilement. Aux frontières du surréalisme et du romantisme, il fait songer à Gracq et à Devaux. La tenue aristocratique de son œuvre les en éloigne, malgré des ressources assez peu communes dans la narration de ses romans. Marcel Schneider, 1913-2005. L'un de nos grands maîtres du fantastique, à la croisée de Gérard de Nerval et lui aussi de Noël Devaux. À côté de cette première matière, il a aussi consacré une grande partie de ses écrits à sa propre histoire. Il est en outre un historien de la musique, écrivant sur Schubert et Wagner. Claude Seignol, 1917-2018. Le centenaire dont l'œuvre va plus frayer du côté du conte que du véritable roman. Ses personnages sont autant d'apparitions et de présences qui mettent en scène le monde derrière le monde. Il est dans la veine de Pourra, de Nerval lui aussi, mais plus folkloriste, d'un historien qui changerait les nazis en loup-garou. André Bayon, 1875-1932. L'un de nos fous littéraires. Originaire de Belgique, il commence à écrire tardivement, après avoir dilapidé un héritage qui lui aurait permis de vivre à l'abri pendant une vie entière. Il essaye de se suicider, aime les prostituées, puis sa belle-fille, et entre en hôpital psychiatrique. Son œuvre est marquée par cette tension qui ne demande qu'à exploser. Julien Blanc, 1908-1951. L'un des bagnards des lettres. L'une des pauvres âmes de la vie. Pas de père connu. Une mère qui décède alors qu'il est encore enfant. Il va d'orphelinat en pension, en collège, en petits travaux, en apprentissage, en vol, en fuite, en emprisonnement. En prison, il mange ses excréments pour survivre. Il s'exile dans l'armée en Afrique, il déserte et il meurt épuisé de cette vie. Tout cela parce qu'on ne le laissa jamais jouer du piano après la mort de sa mère. Il raconte cette existence dans une trilogie émouvante, proche du ton de Calafert, La violence en moi. André Terrive, 1891-1967. Il est d'abord poète, il est d'abord critique habile de la langue et du style, étudiant bon art, comme l'a fait Gandon par exemple, puis il passe à son tour au roman et bientôt au roman populiste. Il participe d'ailleurs à la création du prix du roman populiste en 1930, qui a couronné notamment Dabi, Paulès, Sartre, Guillou. De manière générale, c'est une œuvre sombre et impitoyable. Autour de Léon Bopp, 1896-1977, l'un des grands représentants de la Suisse, et plus particulièrement de la Chaux-de-Fonds, la ville de Sandrard ou de Monique Saint-Hélier. Systématisme quasiment obsessionnel pour celui qui a réussi l'exploit d'entreprendre une œuvre purement naturaliste en la réalisant selon des méthodes oulipiennes, 30 ans avant la création du groupe.
roman du politique, roman de l'artiste, roman du croyant, roman du philosophe. Bopp aurait dû vivre un millénaire pour composer tout ce qu'il projetait de faire. Pierre Gascard, 1916-1997, l'auteur au regard froid, comme l'écrit Pierre de Boisdeffre. Regard froid, certes, mais style à la chaleur formidable, lyrique, métaphorique, et d'une dignité indépassable, comme dans Le Temps des Morts qui obtint avec Les Bêtes le Goncourt en 1953. Écrivain riche, constant, auteur d'une histoire de la captivité des Français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et bien sûr lui-même prisonnier. Écrivain écologique avant l'heure, sans doute l'un des plus grands dans ce domaine, et auteur qui finit par s'interroger sur la richesse de sa langue, alors que l'autofiction commençait à rendre insipide la littérature française. Édith Thomas, 1909-1970, résistante communiste, elle écrit sous pseudonyme, participe aux premières années des éditions de Minuit, s'amourage de Pauline Réage, l'amante de Thierry Molnier, puis Jean Paulhan, alias Dominique Horry, l'auteur d'Histoire d'eau, et a aussi écrit un essai connu, Les Pétroleuses, qui étudie notamment le rôle de Louise Michel lors de la Commune. Vient Jean Blanza, 1906-1977, résistant, membre du Comité national des écrivains, il est aussi connu pour sa chronique au Figaro littéraire pendant une quinzaine d'années au sortir de la guerre. Éditeur chez Grasset, puis chez Gallimard, son œuvre est un glissement progressif vers le fantastique afin de mieux mettre en scène la mort, comme dans Le Faussaire en 1964, où le diable réveille des morts pour qu'ils reprennent leur place dans la vie. Mais la malédiction n'est pas levée, elle change simplement de nuance. Loïs Masson, 1915-1969, né à l'île Maurice comme Malcolm de Chazal, résistant et secrétaire général du Comité national des écrivains après la guerre, il démissionne 3 ans plus tard pour se concentrer sur son œuvre. Poésie bien sûr, mais aussi roman du lointain, roman de la terre natale qu'il ne retrouvera plus jamais, et des contradictions intérieures qui émergent sur la fantasmagorie et l'angoisse. Jeanne Galzi, 1883-1977, romancière et poétesse dont les livres s'inspirent en grande partie de sa vie, notamment en tant qu'enseignante, malade de la tuberculose et lesbienne. Bien intégrée dans la vie littéraire de son époque, elle est une des pionnières de la liberté, devenant bientôt liberté littéraire au début de sa carrière, et chose banale ou presque, à l'approche de sa mort. Claude Aveline, 1901-1992, fils d'immigrés russes, il écrit sous le pseudonyme de Minervois pendant la Seconde Guerre mondiale, publie aux éditions de Minuit, dénonce bien vite la trahison du maréchal Pétain avec d'autres résistants, dont Jean Cassou. Robert Poulet, 1893-1989, le grand frère du critique et de l'essayiste Georges Poulet, immense lecteur, il est le père d'Angie, ce roman qui est peut-être le seul roman de guerre écrit dans une veine surréaliste. Ce roman qui donne vie à une femme à la seule force de l'imagination de 2 soldats. C'est un travail évidemment réflexif qui demeurera le meilleur de son auteur. Pendant la guerre, il va du côté de la collaboration et craint d'être condamné à mort. Évidemment, Céline fait encore à son égard un exercice d'admiration d'Henri Godon ce coup-ci. Je lui ai consacré un épisode. Fred II, 1935-2015. Le romancier de l'Organique, descendant très proche d'Artaud, compatriote en écrit de Bernard Noël, artiste peintre dans la 2e moitié de sa vie. Il aura un jour écrit à Maurice Nadeau, qui travaillait alors chez Julliard, pour lui envoyer son kilo de littérature. Accepté. Ce sera La Ghana, en 1958. Sans retouche ou presque,
qui est donc une mythologie organique de l'enfance, de son enfance, et un roman éminemment touchant par sa décrépitude même. Sans doute l'un des meilleurs enfants de la littérature française. Je lui ai aussi consacré un podcast. Noël Devaux, 1905-1995, l'un des grands stylistes du fantastique français. Il a écrit dès le début de la guerre de longues nouvelles dans le pressoir mystique qui anticipaient tragiquement sur le destin concentrationnaire de l'Allemagne nazie. Il n'a écrit aucun roman, mais que des nouvelles ou des contes où à chaque fois le réel glisse progressivement dans le surnaturel, mais un surnaturel de masques et de légendes, de mythes et de chevaliers errants. Enfin, René Jean-Claude, 1913-1997. Né en Algérie française, il fit partie de ce groupe d'écrivains français dont étaient membres Jean Grenier, Jules Roy, Max-Paul Fouché ou encore Albert Camus. Son œuvre est parcourue par une étrange inquiétude surnaturelle, évoquant artistes se faisant dévorer par leurs œuvres ou asile de fous. Ainsi arrive le dernier niveau et les noyés. Pour eux, le destin est encore plus cruel. Il est en un mot absent ou presque. Voilà des écrivains dont on n'a jamais réédité la moindre œuvre et dont certains titres sont tout simplement introuvables. Il y a dans cette liste des auteurs dont je n'ai par exemple toujours pas réussi à trouver un roman après des années de recherche. Allez, bonne noyade. Et l'on commence avec le fameux Pierre Molène, 1906-2000, auteur d'une œuvre d'une forte cohérence où la violence du propos s'allie à la maîtrise fougueuse et parfois emphatique du style. Les personnages de Molène devraient être dépassés par les événements, mais semblent toujours vouloir sortir de leur situation par un coup d'éclat, paroxysme de la violence. À noter que son œuvre fut interdite par les nazis. Paul-André Le Sort, 1915-1997. Prisonnier de guerre qui fut compagnon de Paul Ricoeur ou de Roger Icor. Il participe à la revue Esprit et est avec Gabriel Martiel rapproché de l'existentialisme chrétien. Son premier roman, Les reins et les cœurs, publié en 1947, a été salué par la critique. Yvonne Escoula, 1913-1987. D'elle, on ne sait guère de choses. Elle a publié une dizaine de livres, romans, récits, livres pour enfants. Le temps infini, publié en 1968, est un étrange récit d'agonie où la mémoire elle-même se meurt, non sans tenter de gagner la lutte contre le temps. Je lui ai consacré un épisode. Vient ensuite Hubert Gonnet, 1924-1998, un autre écrivain mystérieux dont les informations à son sujet, pour l'heure, nous manquent. Écrivain à la croisée des styles, représentant inconnu du nouveau roman, et en avance sur l'Oulipo, écrivain de la bile, du désir, de la honte, dans la continuité de Sade, Lautréamont ou encore Artaud. Il a écrit en 15 ans une œuvre radicale et dérangeante avant de se taire pour les 30 dernières années de sa vie. Catherine Colomb, 1892-1965, écrivaine vaudoise comme Ramu, elle n'est plus tout à fait méconnue en France depuis que les éditions Zoé ont réédité en août 2023 Pile ou Face, le premier roman de l'auteur publié initialement en 1934 et qui n'est pas sans rappeler l'œuvre de Madeleine Bourdoux. Autour de Joseph Malègue, 1876-1940, voilà un des rares écrivains que l'on compara à Marcel Proust avec son roman Augustin ou le maître est là, publié en 1933. En raison de la surabondance des sensations et des images, son œuvre connaît un autre roman,
et c'est tout. Il y est question d'amour, de foi et de crise. Emmanuel Robin, 1900-1981, auteur de 2 romans, puis d'Un silence sans fin. C'est surtout L'Accusé de 1929 qui est le plus connu car il appartient à la veine des romans de l'inquiétude et de la fuite qui sont légion dans ces années 20 et 30. Il est par exemple très proche d'autres livres comme Le Rôdeur de Pierre Herbart ou certains romans de Philippe Soupeau. Léon Arrigha, 1908, on ne sait pas. Pseudonyme bien sûr, comme le titre d'un roman qu'il publia en 1957. Collaborateur de la revue de Sartre et Beauvoir, Les Temps modernes, après s'être évadé d'un stalag durant la guerre. On sait peu de choses à son sujet. Son œuvre est elle-même plutôt sombre, marquée du sceau de la vacuité, d'une recherche de réalisation qui demeure vaine, non pas à cause de l'inquiétude ou du désespoir, mais à cause d'une sorte de nihilisme paresseux et futile. André Lavacour, 1915, on ne sait pas. Écrivain totalement inconnu ou presque, se dissimulant derrière un pseudonyme, auteur d'un unique ouvrage, Les Français de la décadence, paru en 1960, peu ou prou inclassable, mais tenu en haute estime par une petite partie de la critique d'alors. Si l'entièreté ou presque de mes découvertes viennent d'ouvrages de critiques ou d'historiens de la littérature qui officiaient dans les années 20 à 70, je dois cette découverte au critique et essayiste Juan Asensio. Roger Bézu, 1915-1994, membre de la 2e génération des écrivains chrétiens, auteur à la double carrière artistique comme Fred II, romancier d'abord, puis sculpteur ensuite. Il met en scène des combats intérieurs dans le sillage de Bernanos ou de Julien Green. Des combats trop grands pour qu'on puisse en sortir vainqueur. À noter qu'il a rédigé, à l'instar de Julien Green, un très volumineux journal. Hubert Chatelion, 1900-1941. Un médecin belge, à peu près inconnu de tous, mais qui avait tout de même éveillé l'intérêt de Robert Poulet et de Franz Hellens, à la parution de son premier roman au titre étrange, Sous Dostoïevski, en 1932. Poulet dira même de lui qu'il est un Céline belge. Ce roman est disponible grâce aux éditions Névrosé qui l'ont republié, mais je n'ai par exemple pas encore trouvé Maldagne, second roman de l'auteur, qui semble d'ailleurs de meilleure facture. Malade, la folie l'emportera comme son compatriote André Bayon. Jean de Beauchère, 1878-1953. Un autre Belge, prince noir de l'art et de la littérature, il n'a pas toujours été inconnu. Il était même parfaitement admiré par divers auteurs du siècle. L'amour même pervers, la poésie, la religion et le sexe sont les principaux thèmes de son travail. Monique Saint-Hélier, 1895-1955, native de la Chaux-de-Fonds, comme Sandra Rebop, disciple de Rilke, elle sera bien vite, à l'instar de Jo Bousquet, handicapée et contrainte de garder le lit. Écrivaine diluvienne, elle a aussi été comparée à Marcel Proust pour les mêmes raisons que Malègue. Souvenir, sensation, errance de l'écriture. Autour de Guillaume Gollen, 1887-1979, un autre écrivain dont on connaît peu de choses. Il commence avec des romans qu'il va peu ou prou renier, continue par un texte qui pourrait être à bien des égards une des inspirations de Céline pour Voyage au bout de la nuit, puis se tait pendant 30 ans, avant de revenir avec 3 romans en 4 ans, puis se tait à nouveau pendant 15 ans. Œuvre sombre, violente, les hommes sont victimes d'une malédiction qui les mène vers leur propre destruction.
Catherine Guérard, 1929-2010, auteure de 2 romans, puis d'un silence impassible. Elle rate de peu le Goncourt 1967 avec Renata N'importe quoi, roman constitué d'une seule phrase qui mènera de la liberté à la folie. L'œuvre est aujourd'hui disponible grâce au travail des éditions Le Chemin de Fer qui ont réédité les 2 romans. Henri Paulès, 1909-1994, un étrange auteur. Un auteur qui a fait un usage déroutant du temps dans sa fiction. Phrases péremptoires, implacables, et il est assez marginal dans le champ romanesque. Il se consacra par ailleurs à la bibliophilie et constitua une immense bibliothèque de dizaines de milliers d'ouvrages, bien qu'une partie de la collection disparut dans l'incendie de sa maison, où lui-même périt. René de Solier, 1914-1974, romancier, poète et surtout critique d'art, son œuvre littéraire est courte et étrange, portée vers le maniérisme, l'organique et l'objet. Second mari de Germaine Richier, il a notamment publié en 1951 La Meffraie, refusé par Gallimard, imprimé sans mention précise d'éditeur pour préserver sa discrétion, en raison du caractère grossier du livre. Forestier, mort en 1954 dans un accident. Auteur des Langes en 1946, auteur dont on ne sait rien ou presque. Bref ami d'Albert Cohen, auteur de ce livre étrange dans lequel les parents refusent de laisser grandir leurs enfants et les enfants refusent de quitter les parents. Maurice Fickelson, 1923-2016, écrivain inconnu qui pourtant commença en 1968 avec un roman, Dode, qui retint l'attention de toute la critique ou presque. Dans ce livre, un paralysé se remémore des aventures tout en y apportant la touche du rêve et de l'errance. Jacques Brenner dit de son œuvre qu'elle se situe entre Lautréamont et Henri Michaud. Et enfin, pour terminer cet iceberg, Guy Ganacho, 1923-2000, un autre écrivain inconnu. Pierre de Boisdeffre a quelques mots à son sujet, mais c'est le seul. Et ces mots les voici. On connaît peu Guy Ganacho, romancier, peintre, graveur, poète et conteur original, qu'on n'oublie pas lorsqu'on l'a découvert. Mais est-ce seulement vrai ? Ainsi se termine ce vaste panorama des écrivains du XXe siècle. Bien entendu, j'ai dû faire des coupes. Des dizaines d'autres auteurs auraient pu intégrer les différents étages, et je pense notamment à Henri Bosco, Gabriel Chevalier, Jacques Lemarchand, Henri Vincenot, Marc Bernard. Une autre fois peut-être. Après tout, cet iceberg n'est qu'un reflet de mes propres lectures et il est condamné à évoluer. Par chance. À moins que je ne me décide à quitter ce demi-siècle pour en investiguer un autre. Qui sait ? Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez découvert quelques pistes de lecture intéressantes. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, à partager ce travail s'il vous paraît honorable, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour découvrir un auteur du dernier cercle qui me tient particulièrement à cœur, dont l'œuvre est traversée de grands vents assassins, et dans quelques mois, pour la version définitive et réévaluée de l'iceberg.